Le stade 4, ça apparaît vers 16 ans. Donc, entre 16 et 21 ans, comme je disais tantôt, avec des variations, ça peut être avant, ça peut être un peu après, mais ça apparaît vers 16 ans, ou entre 16 et 21 ans. Par contre, il y a seulement 25% de la population qui sera au stade 5 selon les constats de Kohlberg. Donc, plusieurs personnes vont rester au stade 4, mais ça apparaît à partir de 16 ans. Stade 4, là, c'est un stade où il y a une très grande part d'autonomie. C'est à peu près à mi-chemin entre l'hétéronomie et l'autonomie, mais avec une grande part d'autonomie. Donc, je sais au début, les stades de Kohlberg, ça représente le passage graduel entre hétéronomie. On ne maîtrise pas vraiment la valeur, qu'est-ce qui peut fonder ou justifier des normes, des barèmes sur ce qui semble bon, juste, souhaitable, etc., jusque vers l'autonomie où on peut se ressaisir davantage des justifications de l'arrière-plan. Stade 4, donc là, il y a une très grande part d'autonomie. Donc, c'est un stade qui est développé, qui est assez bien avancé, mais il reste encore de l'hétéronomie. On regardera les limites, on regardera pourquoi, mais en quoi ça consiste? Stade 4, c'est un stade où va dominer, dans le fond, des considérations sur la cohésion sociale. On va chercher, dans le fond, à évaluer ce qui est juste ou injuste, bien ou mal, en fonction de ce qui favorise, dans le fond, une bonne société ou une bonne cohésion sociale, une espèce d'équité ou d'équilibre pour l'ensemble de la société. Donc là, il y a une autonomie beaucoup plus marquée parce que c'est plus quelque chose d'extérieur comme punition-récompense. On pense, on essaie de réfléchir aux normes. Donc, on n'est plus juste dans l'obéissance aveugle. C'est pas simplement la recherche de l'intérêt personnel non plus. On essaie de voir qu'est-ce qui fait la cohésion. C'est plus non plus juste le groupe d'appartenance. Parce que dans une société, il y a plusieurs groupes d'appartenance, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs types d'individus. Et dans le stade 4, la personne va savoir qu'il y a des gens dans la société avec qui elle ne partage aucun intérêt, avec qui elle n'a pas de point d'ancrage qui pourrait permettre de l'amitié, par exemple, qui vont avoir des valeurs différentes, mais tout de même, une personne de stade 4 va dire ces gens-là, ces personnes-là, qui sont d'un style complètement différent, qui ont des valeurs différentes, qui ont des cultures différentes, tout de même, pour que la société soit bonne, juste, il faut que ces personnes-là aussi soient bien traitées, même si moi, je n'ai pas le goût de les fréquenter, même si je ne partage pas leur style, je considère qu'une société est bonne, juste, dans la mesure où ces personnes-là ne sont pas injustement traitées juste parce qu'elles n'ont pas le même style d'appartenance que le mien ou que la majorité. Donc, il n'y aura pas le désir d'écraser non plus une minorité du simple fait que c'est une minorité. Donc, ici, au stade 4, la réflexion va être beaucoup plus profonde, va aller beaucoup plus au fondement. La personne va se demander qu'est-ce qui fait qu'une société est juste? Qu'est-ce qui fait que les lois se doivent d'être ou de ne pas être? Qu'est-ce qui doit être accepté ou non pour qu'il y ait une bonne cohésion sociale, pour qu'il y ait une bonne cohabitation, pour pas que certains groupes en écrasent d'autres de façon déconsidérée? Qu'est-ce qui permet cette harmonie sociale-là avec la diversité des styles d'appartenance qui peuvent y cohabiter? Donc, la réflexion, elle est beaucoup plus profonde, elle va beaucoup plus au niveau des fondements. C'est plus mon intérêt personnel, c'est plus égocentré, c'est plus non plus les intérêts de ma classe sociale, c'est pas les intérêts de ma classe économique, c'est pas les intérêts de ma classe culturelle, c'est pas les intérêts de mon style de comportement, etc. C'est la société dans son ensemble, sachant qu'il y a plusieurs horizons culturels, de style, de classe économique, de valeurs, etc., qui va venir dans la composition de cette société-là. Donc là, il commence à avoir vraiment une très large part d'autonomie parce que c'est chercher, dans le fond, le bien fondé
et on se dégage beaucoup plus de nos limites personnelles et même des limites d'appartenance ou de groupe. Donc, si vous remarquez, le passage entre les stades, c'est non seulement le passage entre hétéronomie et autonomie, mais c'est aussi, et en même temps, les deux sont liés, c'est aussi un élargissement de l'horizon. Au début, dans l'hétéronomie, c'est très restreint comme considération, puis ça s'élargit. Au début, c'est punition-récompense immédiate. Après ça, ça s'élargit pour moi, mais l'intérêt aussi à long terme, même si dans les médias, c'est peut-être vu comme étant puni, peut-être ça va être dans mon intérêt. C'est plus large quand même. Il y a une ouverture temporelle. Après ça, ça s'élargit encore plus avec d'autres personnes que juste mon intérêt, mais ça reste aussi restreint parce que les autres personnes, c'est le groupe d'appartenance. Là, ça s'élargit encore plus. C'est la société au complet. C'est le groupe d'appartenance n'est plus lié à mon groupe. C'est la société dans son ensemble qui doit être considérée avec tous ces groupes et sous-groupes. Autonomie très grande, très forte, donc pour ces raisons-là. Donc, stade 4, donc qui apparaît vers 16 ans, entre 16 et 21 ans, vers 16 ans, bien, il y a aussi des considérations sur qu'est-ce qui fait qu'une société est bonne, juste, harmonieuse. Il y a aussi une capacité à faire la distinction entre ce qui justifie ou fonde des normes et leur application. Donc, quelqu'un pourrait, si on prend l'exemple des lois, pourrait considérer qu'une loi est bonne, juste et justifiée, doit être maintenue, même si elle est mal appliquée par certains policiers, par exemple. Donc, la personne peut faire la distinction. On peut dire, l'application qu'en font certains policiers, elle est incorrecte, elle doit être changée, mais ce n'est pas une raison pour abolir la loi. La loi, elle est bonne, même si elle est mal appliquée par ces policiers-là, ou même si elle est mal appliquée dans des jugements en cours, c'est l'application qui doit être modifiée, non pas la loi. Donc, là aussi, il y a une capacité de nuance beaucoup plus forte. C'est pas juste est-ce que je le perçois comme irritant, favorable, défavorable. Non, un peu faire la distinction entre ce qui fonde ou justifie une loi, par exemple, et son application. On peut essayer de départager les deux. Là aussi, une autonomie plus grande, moins pris à la merci du vécu plus immédiat. En même temps, le stade 4 reste encore en partie pris avec une certaine part d'hétéronomie. L'autonomie n'est pas complète. Qu'est-ce qui vient limiter le stade 4? Bien, ce qui limite le stade 4, c'est, je dirais, peut-être deux choses. La première chose, qui est la principale aussi, c'est qu'il reste quelque chose de similaire au groupe d'appartenance transposé à la société. Pas tout à fait transposé, parce que, comme je l'ai mentionné, stade 4, on peut considérer des individus qui n'appartiennent pas du tout à notre groupe d'appartenance, la société dans son ensemble. La limite, par contre, c'est que la personne de stade 4 va avoir des réflexions sur ce qui fait une bonne société, mais en étant limitée tout de même à certains types de sociétés qui présentent une certaine familiarité. Donc, la personne va partir des sociétés existantes avec lesquelles elle se sent une certaine familiarité pour essayer de voir qu'est-ce qui est acceptable ou non, ou voir les différences. Donc, ça ne sera peut-être pas juste sa propre société, mais ça va rester dans un horizon similaire. Par exemple, on pourrait, si on a à réfléchir des lois, stade 4, on pourrait dire, OK, est-ce que telle loi, est-ce qu'elle est sur tel type de considération. Est-ce que c'est une bonne chose, une bonne manière de faire? Là, on pourrait essayer de voir c'est quoi les arguments, les réflexions autour de cette loi-là au Québec, au Canada. On pourrait essayer de voir ailleurs, dans d'autres sociétés, essayer de voir aux États-Unis, essayer de voir comment est-ce que c'est articulé en France, essayer de voir comment est-ce que c'est articulé en Allemagne, en Angleterre. Donc, l'individu de stade 4 est capable de réfléchir aussi en considérant d'autres sociétés que la sienne. Pourrait réfléchir en faisant une comparaison entre ce qui est en vigueur au Québec et au Canada avec ce qui est en vigueur aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais voyez-vous, dans ces exemples-là, il reste quand même une certaine familiarité. Les règles, les normes, par exemple, sur l'accès aux soins de santé, par exemple,
C'est pas la même chose aux États-Unis qu'au Canada. C'est pas la même chose non plus en Allemagne, en Angleterre, en France, etc. Mais il y a des variations qui sont pas non plus, tu sais, que ça arrive pas comme complètement extraterrestre. Fait qu'on peut faire une espèce d'étude comparative. La personne de stade 4 va pouvoir faire ce genre d'étude-là, mais elle va rester limitée avec d'autres sociétés qui présentent une certaine familiarité. Ne lui passera pas par la tête de faire une comparaison, par exemple, avec les règles entourant le même genre de dilemme éthique ou moral sur l'accès aux soins de santé ou l'éducation, peu importe, par exemple, avec la Corée du Nord ou la Corée du Sud ou là, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait me prendre modèle sur la Corée, là, du Nord ou du Sud. C'est pas ça, mais c'est juste un exemple pour dire il y a une certaine limite. L'individu de stade 4 va quand même rester limité à ce qui semble familier. Et ce qui semble ne pas être suffisamment familier ne sera pas considéré, ou va être considéré juste comme une espèce de repoussoir pour dire non, mais il ne faut pas une telle loi parce que sinon on va être comme en Corée, comme en Chine. Mais dans ces exemples-là, habituellement, c'est pas pour aller chercher le point positif, c'est plus pour aller chercher un point qu'on voudrait prendre comme repoussoir. Voyez-vous, il y a quelque chose qui est, disons, à géométrie variable ici. Donc, ça, c'est la limite, en quelque sorte, c'est que, pour le formuler autrement, l'hétéronomie dans un stade d'intérêt personnel, c'est qu'on est complètement à la merci de nos goûts, nos intérêts personnels, nos désirs, nos passions, etc. L'hétéronomie dans le stade 3, c'est qu'on est à la merci du groupe d'appartenance, du style qu'on veut avoir, qu'on veut projeter. Stade 4, c'est l'hétéronomie, c'est qu'on est un peu à la merci du type de société qui a une certaine familiarité avec nous. Donc, on est limité, quoique c'est une limite beaucoup plus large, beaucoup moins contraignante, mais on est limité par notre horizon culturel. On est limité par notre horizon historique aussi. À ce moment-là, des sociétés qui semblent trop différentes d'un point de vue culturel ou trop différentes d'un point de vue temporel, une autre époque, bien, ça ne sera pas vraiment quelque chose qui va entrer en ligne de compte. Et ça, c'est quand même une limite qui est moins forte que dans les autres stades. À chaque fois, la limite d'hétéronomie diminue, en même temps que l'autonomie augmente, mais c'est une limite qu'on ne peut pas négliger. Je vous donne un exemple, et vous allez le voir mieux, je pense, avec un exemple. Bien, pour des individus qui sont de stade 4, supposons, et qui auraient toujours vécu dans des sociétés où, supposons, où les femmes n'avaient pas d'accès au marché du travail ou n'avaient pas accès aux mêmes professions que les hommes en société. Supposons qu'on est à une époque, dans une culture où tout ce qu'on a connu, c'était un accès qui était différencié pour les femmes dans l'accès au marché du travail par rapport aux hommes. À ce moment-là, arriver puis dire, bien, les femmes, par exemple, devraient pouvoir accéder de façon large, de manière massive, aux professions, au marché du travail, bien, pour quelqu'un de stade 4, qui est limité au type de société qui présente une familiarité, ça va repousser un peu, parce que là, ce qui va venir à l'esprit, ça va être plus des considérations sur, oui, mais on ne l'a jamais expérimenté. Par exemple, si toutes les femmes massivement vont sur le marché du travail, qu'est-ce qui va arriver avec les enfants? Qui va les élever? Si on les envoie en garderie, est-ce que ça va nuire à leur développement? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers en faisant un truc de... Voyez-vous, je prends cet exemple-là, mais si on le prend d'un point de vue historique, c'est ce qui s'est produit. Si vous regardez les débats qui ont eu lieu, par exemple pour l'accès du droit de vote pour les femmes ou l'accès au même type de profession pour les femmes, les principales objections venaient souvent d'autres femmes, mais surtout, les principales objections étaient plutôt de se dire, est-ce que
on n'est pas en train d'essayer de modifier quelque chose qui fonctionnait quand même bien, qui semblait quand même assez correct pour les enfants, pour l'organisation de la société, pour la répartition, etc., etc. Et pour Kohlberg, le fait qu'il y ait seulement 25% de la population qui dépasse le stade 4 fait en sorte que une majorité d'individus dans une société, donc, est de stade 4 ou moins, donc est limitée, au moins, minimalement, limitée par l'horizon culturel et temporel de ce qui apparaît comme étant familier. Et pour Kohlberg, bien, pour lui, c'était l'une des causes du fait que les changements sociaux sont habituellement très lents. Les changements dans les sociétés, les changements sociaux, les changements culturels sont habituellement lents à s'installer. Des fois, le point de bascule peut être très rapide, peut passer avec une révolution. Le point de bascule peut être très rapide, mais la mise en place est habituellement très lent. Et Kohlberg faisait l'hypothèse que c'est tout simplement parce que dans les sociétés modernes, on est dans des démocraties, c'est la majorité qui l'emporte. Et si une majorité ne dépasse pas le stade 4, et si donc une majorité en démocratie est limitée par son horizon de familiarité, ben, proposer des modifications trop substantielles, c'est un frein, c'est repoussant, c'est quelque chose qui amène de la crainte. Donc là, il faut faire attention aux nuances. Là. Je ne veux pas laisser entendre que tout désir ou tout souhait de conserver des traditions, des modes de vie, serait une limite. Ça peut être une très bonne chose. Ça peut être quelqu'un qui est de stade supérieur qui dit conserver des bonnes choses, c'est bon. Donc, il ne faudrait pas comme par réaction dire « Oh, pour ne pas être associé à cette limite-là, j'ai accepté tout changement. » Mais si on ne l'examine pas plus, on est dans une autre limite. Ça serait de vouloir le changement pour le changement. Ce ne serait pas mieux. Mais donc, stade 4, principale limite ou faiblesse, bien, c'est le degré de familiarité. C'est ce qui fait aussi en sorte que ça va être difficile, beaucoup plus difficile en tout cas pour quelqu'un de stade 4, de considérer par exemple la valeur des réflexions d'individus qui appartiennent à d'autres époques. Parce que là aussi, l'individu va dire « Ouais, mais en quoi ça va m'être utile si, à tort ou à raison, j'ai l'impression que leur milieu de vie est trop différent de ce que je connais. » Donc, comme s'il y avait encore la limite de est-ce que c'est directement important. C'est ce qui peut des fois causer un léger embarras ou une légère difficulté qui n'est pas si grande que ça quand même, là, mais qui peut apparaître des fois, par exemple, en philo 1. Quand on regarde des philosophes de l'Antiquité grecque, des fois, quelqu'un peut se dire « Ouais, mais est-ce que leur réflexion est encore pertinente? Ils ont des philosophes de 5 siècles avant Jésus-Christ. Est-ce que c'est encore quelque chose à me dire en 2020? » Mais voyez-vous, ici, c'est une limite de est-ce que je m'y retrouve ou pas. Mais si on prend l'Antiquité grecque ou même l'Empire romain, la limite, elle est peut-être moins grande parce qu'il y a quand même des ponts, il y a des familiarités. Si on prend la philosophie grecque, les questions sur le bonheur, la vérité restent très actuelles. Ou si on prend la formation de l'Empire romain, ben, leur milieu de vie, il y a quand même des parallèles qu'on peut faire parce que l'Empire romain se répand sur plusieurs continents. Ça fait l'Europe, ça fait le bas de ce que serait la Russie aujourd'hui, partie du haut de l'Afrique, Moyen-Orient, le côté ouest de l'Asie. Donc, l'Empire romain au sommet, c'est tellement vaste, c'est presque, pas tout, mais presque la totalité du monde connu de l'époque, pas tout, mais majeure partie. Donc, de faire les parallèles entre les réflexions qui se posaient dans ce contexte-là et la mondialisation aujourd'hui, ça se fait. Mais je prends un exemple pour illustrer les limites. Si je dis à quelqu'un, bon, mais pour réfléchir sur la justice sociale et pour réfléchir sur l'économie, on devrait essayer de considérer les réflexions qui ont été développées au Moyen Âge.
voyez-vous, le réflexe d'une majeure partie d'individus, ça va être de faire un pas derrière. Ils vont se dire, attends un peu, t'es-tu sérieux? Pour parler d'économie aujourd'hui, tu veux qu'on se base sur la réflexion de quelqu'un du Moyen Âge? Là, il paraît y avoir une limite temporelle ou culturelle. Entre autres parce que le Moyen Âge, c'est pas des démocraties. Il y a des royautés. Ça nous est pas familier comme organisation sociale, civile. Pour nous qui sommes dans des cadres parlementaires, par exemple, d'avoir des royautés. Ensuite, les réflexions économiques au Moyen Âge. Les intellectuels qui développent vraiment des réflexions économiques, c'est des théologiens, des personnes qui réfléchissent aussi sur la Bible, sur la théologie. Donc, imaginez, supposons qu'on arrive dans un colloque d'économistes et qu'on dit « Eh bien, je veux vous exposer le point de vue sur le crédit qu'avait le théologien et philosophe Thomas d'Aquin au Moyen Âge. » On part avec une prise. C'est mieux d'être convaincant pour que les autres économistes écoutent. Là. Ça. Voyez-vous, on la sent ici, la limite de familiarité qui est associée au stade 4. Pourtant, pour continuer avec cet exemple-là, il peut y avoir des choses pertinentes malgré que le Moyen-Âge n'est pas comme le nôtre. Par exemple, sur les réflexions qu'on retrouve chez Thomas d'Aquin, mais ce n'est pas le seul. Hein? Mais entre autres, chez lui, il va y avoir des réflexions sur le crédit. Et entre autres, sur le crédit hypothécaire. Et les réflexions qu'on a, ça apparaît dès le début de l'ère moderne, dans les premiers siècles, ça se développe au Moyen Âge aussi, puis ça continue lors de la Réforme et lors de la Renaissance. On retrouve ça donc chez différents individus, mais qui sont essentiellement des théologiens, parce que c'est le contexte du Moyen Âge. Et se disait, bien, est-ce que moralement, les prêts hypothécaires sont acceptables? Leur position, c'était non. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, bien, un prêt hypothécaire, c'est pas quelque chose qui peut être considéré comme vraiment libre. C'est sûr qu'en apparence, si on va signer un emprunt à la banque pour s'acheter une maison, un condo ou un bâtiment, il n'y a pas quelqu'un qui nous met un fusil sur la tempe et qui nous a... En apparence, on est libre de signer l'hypothèque, de signer l'emprunt, de s'engager dans le crédit. Mais le point que je soulevais, c'est que ce n'est pas réellement une liberté, parce que se loger, c'est une nécessité. Et vouloir avoir un lieu pour se loger, si on a une famille en plus, c'est une nécessité encore plus forte. On va dire, c'est beaucoup plus similaire au capitaine d'un navire qui est pris dans une tempête et qui va balancer toute la cargaison par-dessus bord pour éviter que le navire se brise et soit emporté par la tempête et coule. On va dire, à ce moment-là, le capitaine du navire qui fait jeter par-dessus bord toute la cargaison, c'est un choix libre, au sens où il n'y a pas quelqu'un qui a mis un fusil sur la tempe pour dire « jette ça par-dessus bord ». Mais, on va dire, c'est libre, mais c'est parce qu'il n'y a pas le choix. C'est soit ça ou soit le bateau coule. Donc, Thomas d'Aquin et d'autres disaient les prêts hypothécaires, c'est la même chose. Oui, la personne, elle est en apparence libre et consentante de signer ou pas, mais en même temps, puisque se loger est une nécessité, jusqu'à un certain point, elle n'a pas le choix. Si elle a besoin d'un endroit pour se loger. Mais en même temps, voyez-vous, puisqu'on considérait que c'était immoral le prêt usuraire, les prêts avec intérêt, comme ça, pour les hypothèques, bien, il y avait d'autres considérations. Habituellement, ces individus-là qui réfléchissaient à la question se disaient, bien, par contre, il devrait avoir une éthique générationnelle ou intergénérationnelle qu'on a perdue, qui est disparue avec le 19e siècle, qui s'est effacé. Mais pour l'époque, les individus allaient aussi léguer, par exemple, leur maison à leur descendance, mais aussi allaient mettre des ressources de côté pour que dans leurs enfants, ils puissent acquérir une maison. Donc, au lieu, je simplifie beaucoup, mais au lieu de payer
l'hypothèque de la maison toute sa vie, ou à peu près, si on peut payer la maison comptant au début, ça prend quelqu'un pour partir par contre, mais que pendant toute sa vie, l'équivalent de ce qu'on mettrait pour le paiement de l'hypothèque, on le place de côté pour le donner à son enfant pour qu'il puisse acquérir une propriété sans avoir à emprunter puisque l'emprunt serait immoral. Mais là, on a une espèce d'éthique intergénérationnelle qui se développe et les intérêts qui auraient été perdus, dans le fond, restent investis d'une génération à l'autre. Il y a une croissance. Donc, on est dans un horizon où, au Moyen Âge, il y a des réflexions sur l'économie, sur les prêts qui semblent acceptables ou non. Donc, prêts hypothécaires n'était pas acceptable. J'avais la réflexion encore là chez Thomas d'Aquin, mais chez d'autres aussi, chez Jean Calvin aussi, il va avoir ça plus tard. Donc, on va le retrouver. À l'inverse, ces mêmes individus-là considéraient que le prêt était acceptable. Par contre, si c'était un prêt d'investissement, par exemple pour faire croître une entreprise. Donc, parce que là, il allait avoir un retour sur l'investissement. Donc, ce qui était prêté allait, dans le fond, non seulement pouvoir être remboursé, mais générer plus de profit que ce que ça coûtait. Mais pour les hypothèques, aujourd'hui, évidemment, on est dans un type de culture et un rapport à l'économie complètement différent. L'économie est basée sur le crédit, sur le fait qu'on fait en quelque sorte le pari que les gens vont continuer de s'endetter de plus en plus pour consommer toujours davantage. Donc, à première vue, c'est une limite. Si on dit, pour réfléchir à l'économie, on pourrait aussi aller voir les réflexions des gens au Moyen Âge. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que ça n'a pas une pertinence. Il pourrait avoir une pertinence. Ensuite, est-ce que oui, on doit vraiment creuser là-dessus? Là, c'est une question de débat, c'est une question de discussion, c'est un autre sujet, mais je l'évoque ici simplement comme exemple. Stade 4, la principale faiblesse, c'est la familiarité. Si des sociétés semblent trop différentes de la nôtre, elles ne sont même pas considérées ou c'est considéré juste pour dire « Ah voilà, ça serait terrible d'être comme eux ». Et même chose avec le rapport à l'histoire. Si il y a des réflexions qui ont été développées à des époques ou dans des contextes de vie où les différences en apparence semblent trop marquées, on n'ira même pas considérer la valeur. Comme ici, souvent, juste d'entendre un théologien qui a réfléchi à l'économie au Moyen Âge, règle générale, c'est suffisant pour même pas aller lire ce qui est écrit. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que ce que la personne a écrit ne serait pas pertinent, juste, profitable, aussi pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tout se transposerait. Donc, voyez-vous, je ne vais pas plus loin, c'est juste un exemple. Et on pourrait en discuter, voir est-ce que oui ou non ça peut servir, mais c'est qu'un exemple, encore là. Mais pour illustrer justement qu'à priori, à première vue, dès que l'époque ou que l'horizon culturel ou que le style d'organisation sociale semble, ou les valeurs ou les croyances, etc., dès que ça semble trop différent de ce qui nous est familier, c'est pas considéré. Mais ce qui nous est familier, c'est complètement arbitraire. Parce que ce qui m'est familier et ce qui vous est familier, c'est tout simplement lié au hasard d'être né l'année où on est né, d'être né dans le siècle où on est né, d'être né sur le continent où on est né, d'être né dans le pays, la ville, le quartier, etc., d'être né avec l'entourage, à l'époque, etc. Donc, finalement, le moment de notre naissance, le milieu de vie, le milieu culturel, etc., c'est pas le fruit d'une réflexion critique. C'est comme ça, point, on n'a rien à voir là-dedans. Donc, là aussi, de vouloir considérer que ce qui est conforme finalement au familier, ça reste arbitraire, ou en tout cas, ça reste beaucoup plus limité. Donc, d'où la part d'hétéronomie. Si je reprends très, très vite, stade 4, très grande part d'autonomie,
parce que l'individu est capable de considérer des cultures, des gens, des individus qui ne sont pas du tout partie prenante du groupe d'appartenance ou de son style, et rechercher quand même ce qui fait une société harmonieuse. Donc ça, c'est une part d'autonomie très forte, très grande. Par contre, il reste de l'hétéronomie, parce que malgré cette ouverture à la considération de société dans son ensemble, ça reste encadré ou limité par un peu l'arbitraire du familier, de l'époque, le pays, la culture, le milieu de vie, etc. Donc, c'est là la part d'hétéronomie. Donc, c'est la principale faiblesse. Il y a un autre élément qu'on peut retrouver, mais qui ne se retrouve pas tout le temps, c'est que parfois, là j'insiste sur le parfois parce que ce n'est pas systématique, mais parfois au stade 4, il peut avoir une rigidité psychologique, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais des fois, il peut y avoir une rigidité où la réflexion peut être élaborée pour considérer que telle chose est bonne ou mauvaise, mais ensuite avoir une certaine rigidité à ne pas vouloir déroger ou mal considérer les contextes. Un exemple de ça, ce serait, je ne sais pas si dans votre cours de littérature, vous avez lu Les Misérables de Victor Hugo, ou si vous ne l'avez pas lu, peut-être que vous l'avez vu au cinéma. Il existe plusieurs versions, plusieurs films tirés des Misérables de Victor Hugo. Puis il existe même un dessin animé sur Les Misérables de Victor Hugo. Vous pouvez aussi l'écouter, c'est très intéressant. Dans Les Misérables de Victor Hugo, donc le personnage principal, Jean Valjean, au début, il est incarcéré, il a volé un pain pour se nourrir. Après ça, bon, il ressort et il va, je vous passe les détails, vous regarderez ça si ça vous intéresse, mais il se fait poursuivre par l'inspecteur Javert. Et l'inspecteur Javert ne peut jamais accepter qu'il a pu se réformer, qu'il a pu changer, qu'il n'est plus le forcené qui a été avant. Et il va le poursuivre de façon déchaînée, sans pardon, et même vers la fin, Jean Valjean va en quelque sorte préserver la vie de l'inspecteur Javert, et l'inspecteur Javert est tellement incapable, par rigidité, d'accepter qu'on lui fasse grâce, qu'il va se donner la mort, qu'il va se jeter dans l'eau pour se tuer. Bien là, il y a une espèce de rigidité où il va, OK, pour lui, la loi, c'est la loi, mais il y a comme une ligne qui devient rigide. Le fondement de ce qui peut sembler juste peut se justifier, mais la rigidité. Donc ça, c'est une limite qui peut parfois être présente au stade 4, mais qui n'est pas toujours le cas. Donc je la mentionne parce qu'on peut la retrouver, mais en même temps, je la mentionne vite parce que partez pas avec l'idée que tout individu de stade 4 est nécessairement rigide. C'est pas nécessairement le cas. Pas du tout. Ça peut être un trait, on peut le retrouver, mais pas tout le temps. Quelqu'un peut être de stade 4 et pas du tout rigide. Par contre, la limite qui est toujours présente de le stade 4, qui est dans la définition du stade 4, bien, c'est la limite de la familiarité dans ce qu'on considère. Dernier, c'est pas le dernier, mais dernier stade avant de passer aux controversées. Donc, il reste 2 stades, stade 5, stade 6. 5e dans ceux qui sont largement bien acceptés. Stade 5, là, pour Kohlberg, en passant au stade 5, il y a une autonomie qui est pleine, entière, complète pour l'autonomie qu'on peut avoir tout en étant quand même situé dans un horizon temporel, puis spatial, géographique, civilisationnel, etc., là, malgré toute autre limite par ailleurs. Stade 5, là, va être le stade d'une pleine autonomie pour Kohlberg. On continue, stade 5. Donc, stade 5, là, on passe au niveau post-conventionnel, donc post-après. Donc, l'individu est capable d'aller au-delà des conventions. Au-delà, c'est pas pour contester les conventions, mais au-delà, c'est au sens où, pour Kohlberg, c'est à partir du niveau post-conventionnel, donc à partir du stade 5, que l'individu a vraiment une autonomie pleine, entière, malgré qu'on reste quand même dans un contexte historique, civilisationnel, etc.
C'est un stade 5, qui apparaît vers 21 ans lorsqu'il apparaît. Donc, peu importe les pays, les cultures, c'était une donnée qui était assez stable dans les travaux de Kohlberg. C'était, selon ces constats-là, ces travaux, c'était seulement à peu près 20 à 25% des populations qui se rendaient au stade 5. Donc, entre 20 et 25, autour de 25% de la population ou des populations dans les différents pays va se rendre au stade 5. Donc, c'est sûr que c'est quand même 75% qui restent stade 4 ou moins, là, s'il faut voir l'âge des gens. Là. Stade 5, pour Kohlberg, c'est un stade où là, il y a la pleine autonomie. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien, au stade 5, il y a vraiment une recherche des principes les plus universels et tout ce qu'on avait de positif au stade 4 se retrouve au stade 5. Donc, si vous voulez une délimitation simple des caractéristiques du stade 5, eh bien, c'est simple. Tout ce que vous aviez de positif au stade 4, vous prenez ça, vous le transposez au stade 5. Sauf que la limite qu'il y avait au stade 4, ben, c'est ce qu'il y a pu au stade 5. Quelle était la limite du stade 4? La limite, c'était la limite de la familiarité historique, culturelle, temporelle. Les sociétés, ce qui nous est familier va être considéré, ce qui nous est pas familier ou trop étrange à nos yeux, en tort ou à raison, va être déconsidéré. Ça, c'était la limite du stade 4, la limite à la réflexion, à l'évaluation. Stade 5, il n'y a plus cette limite-là, donc l'individu va aller plus loin. Comment est-ce que la limite est dépassée? Concrètement, c'est dans la façon de réfléchir et de se poser les problèmes. Au lieu de partir de la question, par exemple, de savoir quelle loi devrait être conservée, abolie, changée, amendée, comment est-ce que cette loi-là a été instituée historiquement chez nous, comment est-ce qu'elle est articulée ou pas aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, enfin, au lieu donc de partir d'un cadre, disons, plus réel, mais aussi plus limité, parce que le cadre se situe dans un horizon culturel, civilisationnel, historique, la personne va commencer par une question beaucoup plus abstraite, beaucoup plus générale, du genre, qu'est-ce qu'une société idéale? Qu'est-ce qu'une société réellement juste? Indépendamment de ce qu'on connaît au Québec, au Canada, aux États-Unis, etc., etc., qu'est-ce que c'est qu'une société idéale? Il n'existe pas de société idéale, parfaite, mais si on essaie d'imaginer une société idéale, parfaite, à quoi ça pourrait ressembler? Les considérations vont donc être plus générales, mais aussi plus abstraites. On ne parlera pas de est-ce que telle loi, elle est correcte ou non, on y va avec c'est quoi la société idéale, donc il va inclure ensuite des lois. Cette formulation-là, qui est plus générale, plus abstraite, va aussi faire en sorte qu'on ne partira pas avec le cadre existant pour encadrer notre réflexion. On va essayer de s'ouvrir à tous les possibles. Mais ça, cette orientation-là va permettre d'éviter la limite. C'est que si on se demande qu'est-ce qu'une société idéale, je ne me place pas dans une situation où tout de suite, je suis dans une dynamique comparative de ce que je connais, de ce qui m'est familier, de ce qui se retrouve dans d'autres sociétés. Par exemple, aux États-Unis, ce ne sera pas les mêmes lois, les mêmes règles sur tel ou tel aspect, mais là, je peux voir, bon, mais c'est quoi les pour, les contre de ces deux façons de faire-là, puis par rapport à l'Allemagne, puis l'Angleterre, puis la France, puis l'Australie, puis etc. Là, en me demandant la société idéale, donc, c'est plus général, c'est plus abstrait, mais ça permet d'échapper à ces limites-là. Donc, stade 5, ça va être une réflexion aussi qui va être axée sur les fondements. Et en étant axé sur les fondements, ça permet de dépasser la limite d'hétéronomie qui restait. Et je reprends un peu le même exemple. Si on se demande, bien, qu'est-ce qui vient fonder la justice? Ou qu'est-ce qui devrait fonder la justice? Ou qu'est-ce qui constituerait une société parfaite, juste?
Bien, ensuite, si on le délimite, si on essaie de réfléchir là-dessus, ça peut donner un modèle pour dire, OK, je reviens maintenant aux lois existantes. Est-ce que ces lois-là semblent ressembler au modèle plus idéal, plus théorique, évidemment, théorique, plus abstrait, mais est-ce que ça y ressemble? Si oui, tant mieux, on est dans la bonne direction. Sinon, est-ce que ça se réforme pour aller vers là? Peut-être qu'on ne pourra pas faire le modèle idéal, parfait, parce qu'il n'y a rien de parfait dans nos sociétés. Mais est-ce qu'on peut se rapprocher de ce barème-là? Donc, voyez-vous, la réflexion, en étant plus générale, plus abstraite, va aussi permettre de sortir de l'horizon plus limité de notre civilisation, de notre société ou de nos sociétés, pour avoir un cadre plus large, plus général, mais va ensuite permettre de revenir à ce qu'on connaît plus concrètement, mais là, pour essayer de voir est-ce qu'on s'y rapproche, est-ce qu'on pourrait s'y rapprocher davantage, etc., etc. Les réflexions philosophiques se trouvent toutes à être de niveau stade 5. Pourquoi? Justement, pour une question un peu de principe, c'est que la réflexion philosophique en éthique va prendre comme première tâche d'essayer de trouver des fondements pour justifier pourquoi est-ce que tel comportement devrait être considéré comme valable ou pas, bien ou mal, juste ou injuste. Pourquoi est-ce qu'on devrait adopter telle ou telle perspective? Qu'est-ce qui vient fonder que ce point de vue éthique-là serait mieux ou préférable que tel autre point de vue? Donc, comme les réflexions philosophiques cherchent les fondements d'abord, bien, elles se situent dans le stade 5, puisque c'est la caractéristique du stade 5 de mettre l'accent sur les fondements pour se dégager juste de la science politique ou de l'étude des lois ou de l'étude ethnologique ou sociologique de l'existant pour essayer de trouver d'autres fondements. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'au stade 5, il y aurait que les réflexions philosophiques, là, pas du tout, mais les réflexions philosophiques vont se retrouver là-dedans. Donc, le cadre ici vient situer peut-être un peu l'intérêt de s'intéresser à des théories philosophiques, même si toutes les théories qu'on va voir ont disons, leurs angles morts. On va toujours faire une évaluation critique des perspectives philosophiques, et les perspectives philosophiques sur l'éthique ont toujours leurs problèmes, là. Mais ça fait partie un peu de l'exercice pour mieux saisir, pour mieux voir. Il faut voir l'influence de ces théories-là, il faut voir leurs faiblesses aussi, mais il faut voir aussi pas juste une coutume ou une habitude, mais d'où ils tirent leur fondement, donc stade 5. Donc, ça, pour les stades du développement du jugement moral chez Kohlberg, si je reprends, c'est les principales étapes jusqu'au stade 5. Il va rester ensuite le stade 6, qui lui est controversé. Avant de regarder le stade 6, je reprends très très rapidement. Kohlberg remarquait que peu importe nos points de vue sur ce qui semble moral ou immoral, éthique ou pas, juste ou injuste, etc. Donc, peu importe nos points de vue, et là, peu importe nos points de vue, tout simplement parce que Kohlberg ne peut pas les évaluer d'un point de vue psychologique. Donc, comme la psychologie ne peut pas trancher du meilleur point de vue, peu importe les points de vue, donc, parce que la psychologie ne peut pas traiter des points de vue, peu importe les points de vue, il s'agit de voir qu'est-ce qui peut entrer ou pas dans le raisonnement. Et qu'est-ce qui peut entrer ou pas venait marquer qu'il y avait plus de limites d'hétéronomie ou moins de limites d'autonomie. Au début, juste punition-récompense, très, très, très limité, parce qu'on est dépendant de qui punit ou récompense, on n'évalue même pas. Ensuite, recherche de l'intérêt personnel, ça reste limité. On ne contrôle pas nos désirs. On peut désirer voir disparaître quelqu'un, c'est inacceptable. La seule chose qui nous empêche de le faire, stade 2, c'est que ce n'est pas dans notre intérêt de passer à l'acte, mais ce n'est pas une prise de conscience que ça n'a pas d'allure, etc. Stade 3, groupe d'appartenance. C'est plus large, c'est pas juste l'intérêt personnel, mais c'est lié au style d'individu qu'on veut incarner. Stade 4,
là, il y a une bonne autonomie, ça va pas mal mieux, il y a une perspective beaucoup plus large. C'est qu'est-ce qui fait qu'une société est fondée, est valable, une réflexion beaucoup plus profonde qui va au-delà de notre groupe d'appartenance et au-delà, évidemment, de l'intérêt personnel. Par contre, la limite qui reste, c'est la familiarité. Donc, la familiarité, ça ne vient pas toujours limiter, mais c'est un point aveugle. Stade 5, ben là, la réflexion est à un niveau beaucoup plus abstrait, mais parce qu'à un niveau plus abstrait, ça permet de se dégager de cette contrainte-là. Stade 6, dernier stade, je vous donne les caractéristiques, puis je vous indique pourquoi il est controversé après. Stade 6, là, c'est un stade où forcément l'individu va pouvoir être prêt à payer un prix important pour vivre et incarner les valeurs qui sont considérées comme réellement fondées. Donc, au stade 6, il y a toutes les mêmes caractéristiques que le stade 5. Toutes caractéristiques du stade 5, c'était déjà un stade d'autonomie pour Kohlberg. Toutes les caractéristiques du stade 5 se retrouvent aussi au stade 6. Par contre, au stade 5, rien n'empêche que je pourrais, après une réflexion sur les fondements, une réflexion qui serait vraiment de stade 5, je pourrais considérer que tel truc qui est accepté légalement dans nos sociétés est quelque chose de moralement répréhensible, supposons. Bien, même si je pouvais avoir la ferme conviction que c'est moralement répréhensible, ça ne veut pas nécessairement dire que je serais prêt à sacrifier ma qualité de vie pour lutter afin de faire changer cette chose-là, qui est permise légalement, mais que je trouverais répréhensible. Donc, stade 5, dit autrement, il n'y a pas toujours une garantie que nos actions vont aller dans la même direction que nos réflexions. En même temps qu'habituellement, ce n'est pas deux choses distinctes, parce que si je considère qu'une chose est mal, puis je fais constamment cette chose-là, il y a un problème, il y a de quoi qui ne marche pas. Donc, règle générale, il y a quand même une correspondance au stade 5 entre ce qu'on considère réellement juste et ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on agit. Mais en même temps, il y a une dernière petite limite qui là n'est pas une limite de la réflexion, mais plus une limite de l'action, c'est que si le prix à payer sur ma vie ou ma qualité de vie est trop élevé, là, je pourrais me mettre en retrait, ne pas modifier ma pensée, considérer que telle chose est injuste, mais me dire, je ne vais pas aller jusqu'à sacrifier ma qualité de vie. Alors que c'est ce qu'on va retrouver dans le stade 6. C'est aussi la difficulté là, qui va amener des controverses que je vais reprendre après. Dans le stade 6, l'individu va être prêt à sacrifier sa qualité de vie et peut-être même sa vie pour incarner, mettre de l'avant des valeurs définies, délimitées et acceptées selon un niveau de réflexion élevé, correspondant au moins au stade 5. Selon Kohlberg, dans l'histoire de l'humanité, il n'y aurait que quelques personnes qu'on pourrait remarquer ou attester qu'elles ont été de stade 6. Kohlberg utilise quelques exemples, mais il veut dire il n'y en aurait que quelques personnes, donc ce n'est pas la masse. Je donne 3 exemples utilisés par Kohlberg. Le premier exemple qu'utilise Kohlberg, c'est l'exemple de Socrate, philosophe Socrate dans l'Antiquité. Socrate est accusé à tort de ne pas croire dans les dieux de la cité et de corrompre la jeunesse. On peut croire que c'est des accusations à tort parce que quand on va l'accuser de ne pas croire dans les dieux de la cité, de faire preuve d'impiété, il faut regarder qu'est-ce qui est entendu par là. En fait, Socrate, ses considérations, c'est tout simplement qu'il se dit, je ne peux pas accepter qu'il y a tous les dieux de la mythologie grecque qui existent tous en même temps, parce que ce serait accepter qu'il y a plein de dieux, de divinités qui se contredisent. Socrate disait, il doit y avoir un dieu, mais ce dieu-là peut être seulement unique. Il doit y en avoir un et un seul de valable pour éviter des contradictions. Fait que, l'accusation d'impiété qui était formulée comme chez Socrate, on pourrait dire que c'est un peu injuste parce que
finalement, on l'accusait d'utiliser une liberté de croyance, ce qui pour nous ne serait pas un motif de mise à mort. Ensuite, on l'accusait de corrompre la jeunesse. Quand on creuse un peu, on l'accusait surtout que quand les gens étaient formés à la réflexion critique ou au questionnement par Socrate, ou formés par son exemple, les gens ou les jeunes n'obéissaient pas de façon aveugle, ils voulaient avoir des bonnes raisons pour être convaincus qu'une chose est correcte, bonne. Fait, on n'appellerait pas ça non plus corrompre la jeunesse de nos jours, on appellerait ça peut-être éduquer ou développer un sens critique. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que les accusations contre Socrate semblent injustes, mais Kohlberg va dire, que fait Socrate? Ben, il ne va pas renier sa vie, il va finalement maintenir des positions qui lui semblent juste, correctes, éthiquement bonnes comme position, même si il risque sa vie et qu'il est accusé. Bon, ça c'est le premier exemple que Kohlberg utilise. Personnellement, je trouve que ce n'est pas l'exemple le plus puissant ou le plus fort parce que on peut se dire, ouais, mais Socrate, en même temps, il court un peu après le trouble. Là, il est autour de 70 ans, il fait peut-être le calcul que ça ne vaut pas la peine de renier sa vie pour gagner juste quelques années. Puis bon, comme au début il est reconnu coupable, on lui demande de proposer une sanction, puis il dit être logé, nourri au Britannique. Il demande finalement d'avoir les honneurs. Fait que, on pourrait dire, ben, c'est après il condamne à mort, c'est pas ben le choix, c'est soit ça ou soit l'honorer. L'exemple de Socrate, il est bon, il est correct, il est valable, mais c'est peut-être pas le plus convaincant. Deuxième exemple utilisé par Kohlberg, qui me semble quand même assez marquant là, pour illustrer le stade 6, c'est l'exemple de Martin Luther King. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Martin Luther King, c'est un pasteur américain aux États-Unis, donc pasteur chrétien évangélique baptiste, qui a toute une réflexion sur la dignité humaine, sur la valeur des êtres humains, et qui est dans un contexte aux États-Unis où il y a un racisme institutionnalisé, il y a de la ségrégation raciale de façon systémique, institutionnalisée. La décennie des années 1960 aux États-Unis, c'est une décennie de lutte pour des droits civiques, des droits civils accordés de façon équitable pour tous, peu importe son origine ethnique ou culturelle. Les Afro-Américains aux États-Unis, dans la décennie des années 1960, sont victimes de ségrégation et de discrimination institutionnalisée. C'est pas juste le racisme de certains individus, c'est un racisme institutionnalisé. Les transports en commun, les personnes d'origine afro-américaine n'ont pas accès aux mêmes places dans les autobus que les Blancs. Même chose dans les restaurants, ils n'ont pas accès aux mêmes endroits. Les enfants dans les écoles, les enfants d'origine afro-américaine, bien, ils peuvent même pas boire sur la même buvette que les autres, les salles de bain. Donc, il y a une discrimination. Et Martin Luther King a une réflexion qui est de niveau de stade 5, assurément. Donc, il va réfléchir. Martin Luther King, c'est un pasteur chrétien évangélique baptiste, donc il réfléchit dans un cadre donc, biblique qui est le sien, mais il va avoir une réflexion de haut niveau sur les fondements. Il va dire, ben, si l'être humain est fait à l'image de Dieu, chaque être humain est l'image de Dieu, donc chaque être humain est créé en image de Dieu, donc a peut-être des rôles différents, mais a peut-être des fonctions différentes, mais il a une valeur
identique, similaire en tant que reflet de l'image de Dieu. Donc, il y a tout, je ne rentre pas dans le détail, mais Martin Luther King a toute une réflexion où c'est pas juste une prise de position politique dans un mouvement de sectarisme idéologique ou politique. Non, non, il y a une réflexion sur la dignité humaine, sur la valeur humaine qui va vraiment au niveau de recherche de fondement. On peut être en accord ou en désaccord avec les réflexions qui sont les siennes, mais il y a manifestement quelque chose de niveau, stade 5 qui est rempli. Donc, et il en vient à l'idée que la discrimination dont sont victimes les Noirs, les Afro-Américains aux États-Unis, dans son contexte, décennie des années 1960, c'est inadmissible. Il va militer pacifiquement pour changer les choses. Mais il va aussi recevoir plusieurs menaces, y compris des menaces de mort. Et là, c'est là que Kohlberg prend le cas de Martin Luther King pour illustrer le stade 6. C'est que Martin Luther King n'a pas juste la réflexion de stade 5, c'est qu'il accepte que sa qualité de vie soit affectée de façon forte, puissante, pour maintenir une recherche de vérité, de valeurs morales, éthiques, qui lui apparaît comme justifiée, justifiable, même s'il y a un prix à payer très élevé. Peut-être pour mieux le voir, il faut se mettre dans la situation. Nous, ce qui vient peut-être biaiser un peu les choses, c'est que si on pense à Martin Luther King, on pense à Martin Luther King à la manière dont on pense à un film sur Martin Luther King. C'est-à-dire, on pense à ce qu'il a fait, le courage qu'il a eu, mais en se disant, les droits civiques aux États-Unis ont progressé grâce à ses prises de position, ses discours, I have a dream, etc., on the mountain top, grâce à tous ces discours, les droits civiques ont progressé, donc on a tendance à voir ça un peu comme un happy end. Même s'il se fait assassiner, on le voit un peu comme un film, mais pour bien saisir de quoi Kohlberg parle, qu'il va dire c'est un exemple de stade 6, le plus élevé, mais très rare, il faut se mettre dans le contexte de ce que ça représente. Qui, parmi vous, mesdames, aurait aimé être l'épouse de Martin Luther King? Qui parmi vous, messieurs, ou mesdames aussi, auriez aimé être l'enfant de Martin Luther King? C'est votre père. Tous les jours, lorsqu'il démarre une voiture, vous ne savez pas s'il va exploser avec la voiture. Tous les jours, lorsqu'il sort de la maison, vous ne savez pas si vous allez le revoir vivant le soir, votre père ou votre mari. Tous les jours, s'il se promène, vous ne savez pas s'il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire une fusillade pour le tuer devant votre lieu de résidence. Vous ne savez pas s'il va tuer votre sœur, votre fille, votre enfant en même temps que lui. Il faut se représenter ce que ça signifie aujourd'hui. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land.
il y a un discours de Martin Luther King que vous pouvez retrouver sur Internet. Il y a un discours où il parle d'un appel qu'il y a eu. Il dit, Martin Luther King a reçu beaucoup de menaces de mort. Mais il parle d'un soir en particulier où il reçoit un appel vers près de minuit le soir. Et il entend une voix au téléphone qui lui dit, en substance, tu vas mourir. Arrête de mettre le trouble, là, tes affaires là, de revendication de droit. Là, tu fous le bordel partout. Si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. On va t'éliminer. Il reçoit ça. Il y a cet appel-là. Et là, c'est dans un discours, Martin Luther King rapporte ça, cet appel-là. Il dit, là, je m'en vais à ma table de café, à la table de cuisine, je me fais un café, comme si le café allait me donner de l'énergie. Et là, je me mets à penser. Et il va dire, maintenant, au moment où il fait son discours, il dit, maintenant, j'ai 4 enfants. Mais au moment où j'ai eu cet appel-là, j'avais une fille. J'avais pas encore les autres. Mais il dit, déjà là, je me demandais, est-ce que je vais être le responsable de la mort de ma petite fille? Peut-être que si on veut me faire taire, si on veut me tuer, peut-être que ça va affecter ma fille, peut-être qu'elle va se faire tuer, peut-être qu'elle ne se fera pas tuer, mais qu'elle va se retrouver orpheline, peut-être que je vais être responsable de la mort de mon épouse, peut-être que c'est juste moi qu'on va tuer, mais je vais faire... J'ai scrappé une famille, et là, il se demande, et finalement, il se dit, OK, non, c'est ce que je dois faire, c'est ma mission, je dois le faire, je dois aller jusqu'au bout. Il va prendre courage, il va se lever, il va relever la tête, il va maintenir sa position, mais voyez-vous, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste au niveau de la réflexion. Est-ce que sa cause était juste? Oui. Et c'était pas juste par groupe d'appartenance, c'était pas par intérêt de classe sociale ou de classe d'origine ethnique. Il y avait une réflexion qui est facile à constater parce qu'il y a plein de discours de Martin Luther King auxquels on a accès. On a accès aux textes, on a accès souvent à des enregistrements. Donc, c'est très, très clair. On le sait qu'il y a une réflexion au niveau des fondements. Mais il n'y a pas juste cette réflexion-là. Il y a aussi une acceptation de voir sa qualité de vie diminuer, peut-être même de se faire tuer. Son dernier grand discours, On the Mountain Top, le lendemain, il se fait assassiner. Il le maintient. Donc, ça, pour Kohlberg, c'est un exemple de stade 6. Le troisième exemple, utilisé aussi par Kohlberg, que je vous mentionne, c'est le cas d'un pilote d'hélicoptère pendant la guerre du Vietnam, près du village de My Lai. Donc, c'est un pilote d'hélicoptère américain, états-unien. En principe, les États-Unis sont au Vietnam pour défendre, en principe, en théorie, disons, les Vietnamiens contre les communistes. Et dans la petite troupe où ils sont, près du village de My Lai, ils se rendent compte que les gens du village donnent de l'info aux ennemis et tout d'un coup, celui qui dirige la troupe commande l'assassinat des gens du village, incluant toutes les femmes et les enfants. Le pilote de l'hélicoptère est troublé, il se dit « mais c'est un crime de guerre, c'est quelque chose qui n'est pas injuste », et là, il commence à réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste? Est-ce que ça, c'est juste? OK, il donnait de l'info aux ennemis, mais est-ce que c'est juste? Puis là, il se dit, ben, si les gens de ce village-là donnent l'info aux ennemis, c'est que probablement que ceux qu'on appelle les ennemis sont plus, à leurs yeux, les alliés. Qu'est-ce que nous, on fait ici, sur leur territoire, à faire la guerre? C'est supposé être pour les défendre, mais visiblement, ils ne donnent pas l'info à nous, ils donnent aux autres. Et là, donc, il y a toute une réflexion qui se développe sur qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste. Il en vient à la conclusion, à partir d'une idée générale de ce que c'est que la guerre juste, que la guerre du Vietnam n'est pas une guerre juste. Et là, le pilote de l'hélicoptère se dit, si je ne fais rien, si je dis rien, ça va se reproduire. On va commander l'extermination d'autres gens, d'autres civils, d'autres femmes, d'autres enfants dans d'autres villages. Et là, il décide de contacter l'état-major à Washington et... Bref, ça fait en sorte que tous les gens de la troupe vont être amenés en cour martiale. Mais là, on est au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, l'espérance de vie, elle est très, 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 très brève. Il y a pas mal plus de
probabilité de revenir dans un cercueil que de revenir en vie. Et là, en dénonçant, ben, le pilote de l'hélicoptère, c'est sûr qu'il met sa vie à risque parce que toute la troupe, tous les autres soldats ont intérêt à ce qu'ils ne reviennent pas vivants. S'il reçoit une balle perdue dans le dos, il n'y a plus personne pour témoigner contre eux. Il évite la prison. Mais s'il revient vivant, il peut les faire condamner à la prison. Il va témoigner contre eux en cour martiale. Donc, il y a un risque très grand que tous ses alliés, la troupe, aient intérêt à ce qu'ils ne reviennent pas en vie. Puis, s'il reçoit une balle perdue dans le dos, on ne va pas faire de longues enquêtes pendant la guerre du Vietnam sur le cas, nécessairement. Donc là, c'est l'autre exemple aussi que Kohlberg utilise. Donc, trois exemples que je vous mentionne vite qui viennent illustrer le stade 6, l'exemple de Socrate, l'exemple de Martin Luther King, l'exemple du pilote d'hélicoptère près du village de My Lai pendant la guerre du Vietnam. L'exemple de Martin Luther King est probablement le plus puissant. On voit assez bien les implications et le risque. Ça, c'est le 6e stade. C'est un stade auquel Kohlberg tenait, parce que pour lui, il y a quelque chose de plus ici, lorsqu'on est prêt à sacrifier notre qualité de vie pour des principes justifiés de manière fondamentale, que lorsqu'on se met en retrait, lorsque c'est trop coûteux. Donc, on va dire, même si stade 5, c'est plus de l'intérêt personnel, on est au-dessus de ça, si le prix à payer est trop élevé, là, quand même, humainement, on peut dire, OK, je vais mettre une limite à quelque part. Comme, on ne voudrait pas tous vivre, prendre les risques, par exemple, d'accepter de prendre Martin Luther King. C'est exceptionnel. Donc, d'où le fait que Kohlberg tenait à ce qu'il y ait un stade 6 qui vienne montrer ce plus-là ou cette différence-là. En même temps, le stade 6 est controversé. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que c'est un stade qui est controversé. Première raison, c'est une question d'échantillonnage, une question méthodologique. C'est que pour les différents stades, Kohlberg a procédé par des entrevues. Il interrogeait des gens, il leur proposait par exemple le dilemme de Heinz. Est-ce que Heinz a bien fait de voler les médicaments ou non? Les mises en situation. Il a rencontré beaucoup de gens dans plusieurs cultures différentes, plusieurs milieux de vie, plusieurs origines socio-économiques, avec des parents plus ou moins éduqués, etc. Donc, il y a, en termes de méthodologie et d'échantillonnage, il y a un échantillonnage très grand pour voir, OK, telle caractéristique se retrouve systématiquement stade 1. Puis, ils sont plus suffisantes au stade 2, puis c'est plutôt telle ou telle caractéristique. Puis, vous pouvez aussi isoler telle caractéristique. Ah, c'est juste sur 2-3 individus, donc c'est des caractéristiques non pas du stade, mais des individus qui leur sont propres. Donc, pour les autres stades, ça allait. Stade 5, là, selon les constats de Kohlberg, à peu près juste 25% de la population se rend au stade 5. Ça réduit l'échantillonnage, mais il est encore possible d'avoir un échantillonnage qui permette de valider les caractéristiques. Ou en tout cas, ça reste tenable. Mais rendu au stade 6, puisque par principe, il n'y aurait que quelques personnes dans l'histoire de l'humanité qui pourraient être de stade 6, bien déjà là, d'un point de vue scientifique, on n'a plus un échantillonnage suffisamment large pour dire qu'on a identifié les caractéristiques de façon valable, valide, d'un point de vue scientifique. Le nombre devient trop restreint. Donc ça, c'est le premier point de controverse. Kohlberg défendait quand même son stade 6 parce qu'il disait, bien, quand même, par déduction, le point que j'ajoute par rapport au stade 5, il se constate, même si l'échantillonnage n'est pas grand, mais Kohlberg le maintenait, mais il est controversé parce que, c'est ça, il y a cette difficulté d'échantillonnage-là. Deuxième raison de la controverse, c'est que souvent, il peut être difficile à constater le stade 6. Parce que si le stade 6, ce qui vient le distinguer du stade 5, c'est le fait d'être prêt à sacrifier sa qualité de vie, ou peut-être même sa vie. C'est pas toujours sa vie, là, mais ça peut être la qualité de vie. Si c'est la différence essentielle par rapport au stade 5, bien, quelqu'un pourrait très bien, dans un niveau de stade 6,
mais tout simplement ne pas être dans un contexte qui exige de sacrifier sa qualité de vie. Parce que si on peut faire valoir des idées morales ou éthiques sans se mettre en danger, il n'y a pas de raison de se mettre en danger pour rien, là, ça serait absurde. Donc, quelqu'un pourrait se retrouver de stade 6, mais tout simplement être dans un contexte où il n'y a pas besoin de sacrifier sa qualité de vie pour défendre ses idées. Par exemple, quelqu'un qui prononcerait exactement les mêmes discours que ceux prononcés par Martin Luther King, mais qui prononcerait ces discours-là dans le contexte de 2020 au Québec, probablement qu'il ne recevrait pas nécessairement de menace de mort. Mais là, c'est pas nécessairement parce que le courage ne serait pas là, mais c'est que le contexte n'est pas tout à fait le même. Donc ça, c'est l'autre point de controverse, c'est que dans le stade 6, le contexte ne nous permet pas toujours de valider est-ce que la personne est réellement de stade 6 ou est-ce qu'elle est de stade 5, parce que ça peut être tout simplement le contexte qui ne nous permet pas de voir si la personne serait prête à aller jusqu'au bout ou pas. Et peut-être qu'en contexte réel, quelqu'un pourrait avoir l'impression « je pourrais pas mettre à risque ma vie », puis rendu là, c'est-à-dire trouver ou avoir la puissance, ce qu'il faut pour tenir bon, pour tenir debout, pour aller de l'avant, malgré la crainte, malgré la peur. Des fois, on ne sait pas d'avance. Donc, le contexte ici rend souvent difficile de savoir est-ce que oui ou non, la personne est de stade 6 ou de stade 5 seulement. La nuance paraît faible. Donc, ça, c'est l'autre raison de la controverse. Non seulement l'échantillonnage semble très faible, mais en plus, les contextes, souvent, ne permettent pas nécessairement de voir si la personne est réellement de stade 6 ou pas. C'est juste qu'on ne va pas obliger quelqu'un à sacrifier sa qualité de vie si les mêmes idées peuvent être défendues sans ça. L'autre raison de la controverse, c'est que rendu à ce niveau-là, là, on ne peut plus distinguer aussi facilement la prise de position des justifications. Pour les autres stades avant, la distinction pouvait être faite. La prise de position ne peut pas être évaluée d'un point de vue psychologique par Kohlberg, parce que sinon, ce serait du scientisme. Donc, pour chacun des stades, à chaque fois, il était possible, avec un stade 1, un stade 2, stade 3, stade 4 et stade 5, il était toujours possible d'avoir une justification qui permettait de dire « Heinz a bien fait de voler les médicaments et Heinz a mal fait de voler les médicaments ». Donc, deux personnes pourraient toutes les deux être de stade 5, mais une en venir à la conclusion que c'était injuste que Heinz vole les médicaments, puis l'autre en venir à la conclusion que c'était juste que Heinz vole les médicaments, et les deux pourraient avoir une réflexion de stade 5. Donc, jusque-là, Kohlberg pouvait faire la séparation entre la prise de position et les motifs d'action, les raisonnements, et évaluer les raisonnements. Rendu au stade 6, cette distinction-là entre prise de position et motif d'action, elle est beaucoup plus délicate à faire, parce que pour que le sacrifice de la vie ou de la qualité de vie soit valable, il faut que la prise de position soit réellement de stade 5, mais il faut qu'elle soit réellement juste. Dans le cas de Martin Luther King, ça va. Son fondement est profond, appuyé, développé. C'est un stade 6. Mais quelqu'un qui serait prêt à mourir pour des idées, mais parce qu'il aurait été endoctriné idéologiquement, politiquement, culturellement, etc., quelqu'un pris dans une secte pourrait aussi vouloir sacrifier sa vie ou être prêt à sacrifier sa vie. Quelqu'un endoctriné dans une idéologie politique pourrait être prêt à sacrifier sa vie. Mais là, dans ces cas-là, la personne serait de stade 3. La personne vraiment sectaire, c'est stade 3, groupe d'appartenance. L'endoctrinement idéologique,
c'est stade 3. L'endoctrinement politique, c'est stade 3. L'endoctrinement culturel, social, c'est groupe d'appartenance, stade 3. Et là, à ce moment-là, même si quelqu'un est prêt à sacrifier sa vie, on ne va pas dire « Oh, on fait passer la personne au stade 6 ». Non, la personne viendrait sacrifier sa vie ou sa qualité de vie, mais pour des raisons de stade 3 qui restent de bon niveau, autour de 15 ans d'âge mental. Donc là, la prise de position, elle est capitale. Un cas, des fois, évoqué, mais qui ne pose pas trop de problèmes. Mais on voit, c'est de se demander, ouais, mais disons, par exemple, Hitler, dans l'Allemagne nazie, il est prêt à sacrifier des gens, il est prêt à... Bon, pour Kohlberg, et je pense que ça va assez bien, pour Kohlberg, le cas ne pose pas trop de problèmes dans la mesure où quand on regarde le type de raisonnement qu'on retrouve chez une personne comme Hitler, par exemple, c'est manifestement de stade 3. C'est juste du groupe d'appartenance, c'est de bas niveau comme type de raisonnement, d'articulation, même le livre Mein Kampf, c'est de stade 3. Ça va vraiment pas plus loin que ça. Donc, c'est juste stade 3. Mais ça attire quand même l'attention. Oui, mais si quelqu'un en vient à une réflexion de haut niveau, mais pour un sacrifice quand même d'une cause qui nous semble injuste, là, c'est plus la même chose, c'est plus de haut niveau. Donc, il est important, rendu là, de ne pas juste regarder le type de raisonnement, mais de regarder est-ce que la position, elle est bonne, valable en elle-même. Et là, ce n'est pas la psychologie qui peut le déterminer. On ne peut pas le déterminer scientifiquement, objectivement au sens où on entend le terme d'objectif quand on est dans un cadre scientifique. Parce que sinon, ça serait du scientisme. Mais à ce moment-là, si on ne peut pas démontrer objectivement, par exemple, par une méthode scientifique, que la position, elle est bonne, ça devient délicat de dire le stade le plus élevé, on le réserve pour des sacrifices qui peuvent impliquer un sacrifice de sa qualité de vie ou peut-être même sa vie pour une position dont on ne serait pas certain qu'elle est fondée. Donc, là, d'avoir une position vraiment fondée est capitale. Avec les exemples utilisés par Kohlberg, ça va bien. Parce qu'on voit bien réellement la valeur de la cause portée par Martin Luther King. On voit bien la valeur de la cause portée par le pilote de l'hélicoptère pendant la guerre du Vietnam ou par Socrate. Ouais, avec ces exemples-là, ça va bien, mais ça peut être plus ambigu ou plus difficile. Donc, d'où le fait aussi qu'il y a une controverse. Non seulement l'échantillonnage est faible pour le stade 6, pour identifier les traits. En plus, les contextes ne permettent pas toujours de l'évaluer. Mais en surplus, rendu à quelque chose aussi capital que d'être prêt à sacrifier sa qualité de vie, il faut que la prise de position soit vraiment juste, valable, bonne, moralement, et pas juste le raisonnement. Donc là, c'est l'autre élément de la controverse. Kohlberg a quand même maintenu le stade 6, mais le stade 6 est très, très controversé pour ces raisons-là. Les 5 premiers stades sont généralement bien acceptés, même s'il n'y a pas nécessairement une entente sur la façon de les utiliser pour éduquer, puisque éduquer, c'est un art plus qu'une science, mais les 5 premiers stades sont assez bien acceptés. Je vous donne une dernière indication sur un 7e stade qui a été évoqué par Kohlberg, qui a défendu pendant un certain temps, où il était à l'université d'Harvard, mais pour lequel il a finalement reculé. Là, si le 6e stade est très controversé, imaginez le 7e. Donc, il est encore plus controversé. C'est pour ça que Kohlberg finalement l'a laissé tomber. Mais il l'a défendu quand même assez fortement et pendant longtemps. Donc, je vous mentionne le 7e stade. Comme ça, si vous le rencontrez ou si vous n'entendez parler, vous allez savoir de quoi il en retourne. C'est un stade que Kohlberg appelait stade religieux ou stade mystique. En quoi ça consiste? Bien, c'est que Kohlberg disait au niveau le plus supérieur, donc ce qu'il appelait un stade 5, il dit l'individu ne réfléchit pas seulement qu'au fondement, comme il peut le faire avec, par exemple, une perspective philosophique, mais c'est un type de raisonnement qui est forcément de nature théologique ou religieuse. La justification ici, c'est que Kohlberg
avait senti que dans le stade 6, la prise de position était importante. Mais à ce moment-là, bien, deux choses opposées ne peuvent pas être également bonnes, valides. Donc, il disait pour monter à un niveau supérieur, puisque des raisonnements de stade 5 peuvent aboutir à des positions contraires. On peut avoir un même niveau de justification, mais avec des prises de position différentes. Bon, bien, à ce moment-là, si les prises de position deviennent très importantes aussi, il faut qu'on se rende plus loin que ce qui était pourtant de nature fondamentale et que là, on essaie de concevoir, dans le fond, une vérité seule et unique. Et à ce moment-là, Kohlberg se disait, l'être humain ne peut pas, comme être humain, déterminer une vérité morale absolue. Donc, il dit, le fondement doit être ailleurs. Donc, d'où le fait qu'il appelait ça un stade religieux, ou des fois, il appelait ça un stade mystique. Là, remarquez que chez Kohlberg, là, ça semblait quand même être assez vague et flou, là, ce qu'il pouvait mettre là-dedans. Là, il y avait un certain esprit de confusion, disons ça comme ça, mais ce qu'il repérait, c'est qu'il devait y avoir une vérité unique, et l'être humain ne fait pas prétendre être le fondement d'une vérité absolue. Il voulait quelque chose d'absolu. Donc, un Dieu. Et là, il en venait à une considération un peu similaire à celle de Socrate. Il disait, par cohérence, il ne peut pas avoir plein de dieux, tous bons et contradictoires en même temps. Il peut y en avoir un et un seul. Donc, pour lui, l'aboutissement ou le stade le plus élevé était une réflexion théologique sur la divinité ou sur le fondement ultime, supérieur à l'être humain. Évidemment, pour des raisons, je pense que vous allez entrevoir assez rapidement, le stade 7 de Kohlberg a été extrêmement controversé, non seulement parce que c'est un stade plus élevé que le 6e qui était déjà controversé, donc ça a amplifié la controverse, mais en plus, la perspective de Kohlberg, c'est une perspective psychologique, en psychologie cognitive, sur le développement, et évidemment, la psychologie peut absolument rien dire sur l'existence ou pas de Dieu. La psychologie, en tant que psychologie, peut rien dire sur en quoi on doit croire ou pas. Quelle acceptation, quelle perspective doit être la nôtre, quel doit être notre rapport à la religion, etc. La psychologie, en tant que psychologie, peut rien dire là-dessus. La science, en tant que science, peut rien dire là-dessus. Donc, Kohlberg a finalement reculé parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il voulait mettre dans le stade 7 ou ce qui entrerait dans le stade 7 échappe tout simplement à la science. Et comme le désir de Kohlberg, c'était d'avoir une théorie scientifique du développement psychologique des individus, faire aboutir ça à un stade qui ne peut pas être mesuré de façon scientifique, c'était un peu se tirer dans le pied. Donc, Kohlberg a reculé, mais quand même pour savoir, et pendant longtemps, Kohlberg a défendu le stade 7 comme une question de cohérence logique. Mais il l'a abandonné. Le stade 6, lui, demeure aussi très controversé pour des raisons différentes, celles que je vous ai mentionnées tantôt. Le stade 6, là, celui-là, Kohlberg l'a maintenu en se disant que ça prend un plus par rapport au stade 5 pour être prêt à payer de sa vie ou de sa qualité de vie. Mais le stade 6 est aussi controversé. Et ensuite, quand on descend, stade 5, là, 5 et les autres en bas, là, c'est des stades avec des caractéristiques qui sont communément admises. Donc, jusqu'au stade 5, ça va, c'est pas vraiment controversé. L'application, là, elle est discutée, comment on doit les appliquer, etc. Mais les caractéristiques, ça va, c'est pas trop controversé. Mais après le 5, là, il y a des controverses. Le stade 5, quand même, il est plus limité. Il n'y aurait que 25%, entre 20 et 25% des populations qui atteindrait ce stade-là. Donc, ça fait le tour de la théorie de Kohlberg. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour le cours ici? Différentes choses. Premièrement, ça donne un cadre qui aide des fois à faire des tris sur les types de raisonnement. Dès qu'on est conscient des différents stades, premièrement, pour nous-mêmes, pour passer à un stade supérieur, ça nous donne l'indication, si on veut favoriser notre passage au stade supérieur, on a intérêt à être
confrontés à des raisonnements de stade immédiatement supérieurs aux nôtres. Donc, ça nous situe ou ça nous place dans un intérêt. C'est peut-être pas la meilleure justification, mais ça nous place dans un intérêt par rapport à ça. Aussi, d'un point de vue personnel, il y a une question peut-être comme d'autodéfense ou il est utile de pouvoir départager les types de raisonnements, même si ça ne permet pas de trancher la question. Ça ne permet pas de savoir laquelle des positions est la plus évoluée. La théorie ne peut pas dire ça, mais ça permet de voir quel type de justification ne mérite peut-être pas qu'on s'y attarde trop. Tu sais, si vous avez une personne de 40 ans qui vous présente un raisonnement de stade 2, qu'on voit habituellement vers 12 ans d'âge mental, si la personne a 40 ans, ça ne vaut peut-être pas la peine de perdre beaucoup de temps à discuter de ce type de raisonnement-là. Si la personne vous présente un raisonnement qui est de stade 4 ou de stade 5, ah ben là, ça mérite qu'on s'y attarde, qu'on prenne le temps de s'y pencher, qu'on regarde tout ça tranquillement. Donc, déjà là, ça permet de faire une sélection, de voir les types de stades, de niveaux. Ça, c'est un des grands intérêts. L'autre intérêt aussi, c'est que ça permet d'aborder ensuite les théories philosophiques de manière différente, dans un cadre plus général, parce que on a tous des intuitions, bonnes ou mauvaises, sur ce qui nous semble juste ou injuste, bon ou mauvais. On a tous reçu une éducation de nos parents. Donc, on pourrait se dire, et la question est quand même légitime, on pourrait se dire, est-ce que ça donne réellement quelque chose de regarder des fondements philosophiques? Est-ce que c'est pas couper les cheveux en quatre pour essayer d'aboutir à des trucs qu'on reçoit? Tu sais, comme Socrate faisait remarquer à Alcibiade, dans le premier Alcibiade, si vous avez lu le premier Alcibiade de Platon en Philo 1, Socrate fait remarquer au jeune Alcibiade, il va dire, même quand tu étais jeune enfant, tu avais un ami qui te prenait ton jouet, tu disais qu'il était injuste. Ben, tu avais l'impression de savoir c'est quoi être juste ou être injuste, mais d'où ça nous vient, ces idées-là. Donc, on a tous des idées déjà. La théorie de Kohlberg, ce que ça nous aide à voir, c'est que on a tous des idées de ce qui est juste ou non, mais au début, en grandissant, les racines ne sont pas toujours profondes. Quand c'est juste nos désirs, quand c'est juste notre intérêt personnel, ça ne fait pas une morale très, très valide, très, très forte. Quand ça se fonde sur notre groupe d'appartenance, ça fait pas mal grégaire. Si ça se fonde sur notre société, OK, mais là, on confond peut-être la morale avec les conventions sociales ou les conventions de société, de civilisation. Donc, la théorie de Kohlberg permet quand même de voir différents niveaux. Et ça peut être utilisé ensuite pour justement placer les théories philosophiques comme des efforts, toujours imparfaits, toujours problématiques à différents niveaux, mais qui ne sont pas vains à regarder pour autant, parce que ça permet de mieux sonder des fondements qu'on retrouve ensuite au travers de différentes intuitions culturelles, éthiques, morales qu'on retrouve dans nos sociétés séculières, qu'on trouve autour de nous. Donc, ça permet de repérer tout ça.